achète, on accumule, parfois on revend, parfois on rachète par conviction, par manque de moyens ou pour justement pouvoir acheter plus. Alors, une question se pose. Est-ce qu'on consomme vraiment mieux ou a-t-on juste trouvé une nouvelle manière de consommer plus ? Dans un monde où les objets circulent de plus en plus vite, où on peut vendre en quelques clics, dans un monde où de plus en plus on loue, on partage, on optimise plutôt que de posséder, quel est le rôle du commerce ? Et qu'est-ce que ça dit de nous ? Bienvenue dans Retail for Humans, le podcast qui explore ce que le commerce dit de nous, humains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Péchineau, présidente d'EasyCash. Anne-Catherine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Nathan. Pour commencer, je vais vous proposer de nous dire quelques mots de vous. Alors, je suis Anne-Catherine Péchineau, je suis la présidente d'EasyCash, qui est un réseau d'achat-revente de produits de seconde main. On a 170 magasins en France, on a fait 322 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et il n'y a pas que aux produits qu'on donne une seconde vie. Moi aussi, j'ai eu plusieurs vies avant EasyCash et j'ai dirigé un certain nombre de réseaux, notamment Homebox, Rent-A-Car, Gîtes de France. Également un groupe d'EHPAD qui s'appelle Colisée, à chaque fois à des moments où les entreprises étaient en transformation. Donc, j'ai l'habitude d'accompagner des réseaux dans leur transformation. Malgré des contextes très différents, on retrouve dans votre parcours des notions de transformation, des enjeux de durabilité, des enjeux d'engagement et d'humain. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez recherché ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé avec le temps ? Alors, je pense que au départ, ça s'est un peu imposé à moi. Et puis après, je l'ai recherché parce que j'ai vu que c'était le domaine dans lequel j'étais la meilleure et que j'aimais. Moi, je me considère comme une dirigeante développeuse, bâtisseuse. Je ne suis pas une créatrice, je ne suis pas une gestionnaire. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner des entreprises dans leurs changements, les changements de business model, les changements d'environnement. J'aime bien tout ce qui est en mouvement, tous les points de bascule. C'est ce qui me motive et c'est ce que j'ai recherché sur mes dernières expériences, à tous les endroits où je pouvais avoir de l'impact. D'accord. Vous avez eu souvent des rôles de transformation. Vous diriez que c'est quoi le plus difficile ? C'est de transformer les aspects humains, les habitudes des équipes, les clients, le marché lui-même ? C'est forcément l'humain. Je pense que je vous aurais étonné si je vous avais raconté autre chose, parce que y a beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, et que c'est souvent le premier pas qui compte. Je fais beaucoup de sport, vous le savez, je fais de la montagne. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé au-dessus d'une crevasse. La première fois où vous vous mettez en mouvement, vous êtes presque pétrifié, vous n'osez pas bouger le pied. Et c'est un peu la même chose dans les organisations. Après, dès que le mouvement s'est mis en route, dès que le premier pas est fait, ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus naturel. Donc c'est souvent ce qui est le plus compliqué à mettre en place, arriver à convaincre les gens, parce que vous avez des peurs, vous avez les mouvements de bascule, et souvent c'est pas le rationnel qui va vous permettre d'accompagner les équipes, c'est plutôt le cœur, le sens. Et moi, c'est ça qui me motive. Entre la location, le service, la seconde main, vous avez parcouru des modèles où on possède moins et où on utilise plus. Est-ce que vous diriez que dans le commerce, c'est une tendance de fond ou c'est simplement un choix personnel ? Alors, dans le commerce, c'est un mouvement qu'on voit arriver. On parle beaucoup de l'économie de l'usage, même si ça ne représente encore que quelques points de PIB. Je pense qu'on doit être à 0,5 points de PIB actuellement sur l'économie de l'usage. Hormis peut-être dans l'automobile, sur lequel on voit que la vente de véhicules d'occasion, la location, l'autopartage est en train vraiment de bouger les modèles de consommation. Mais dans un monde aux ressources finies, de toute façon, si on se positionne à horizon moyen terme, on sait bien qu'on va y arriver. Donc sur le marché de la seconde main, qui est le marché sur lequel j'opère actuellement, c'est un marché qui fait x2 tous les 5 ans. Donc on est encore sur un tout petit pourcentage de la consommation. Je pense qu'on doit être à 2% de la consommation française qui se fait en seconde main. Mais on sait que ce sont des choses qui vont accélérer et qui s'accélèrent de plus en plus vite. Donc ce n'est pas encore le mode de consommation habituel. Et puis de toute façon, pour qu'il y ait de la seconde main, il faut qu'il y ait de la première main. Pour qu'il y ait de l'usage, il faut bien qu'il y ait de la création. Mais ma conviction, c'est que ça va être des modes de consommation qui vont devenir des modes de consommation probablement dominants. On le voit sur les nouvelles générations qui consomment quand même beaucoup moins. Ça inquiète d'ailleurs beaucoup de retailers. Alors elles surconsomment sur certains sujets. On peut parler de fast fashion, mais elles sous-consomment également sur d'autres sujets. Et donc oui, moi, ma conviction, c'est que ça sera des modes de consommation dominants. Et c'est d'ailleurs plutôt bien parce que c'est des modes de consommation qui sont également plus vertueux. Au cours des 3 dernières années, vous avez eu le sentiment de percevoir au sein de votre expérience chez EasyCash cette transformation des usages, des pratiques, cette envie d'acheter moins, ou elle n'est pas encore décelable de manière explicite ?
Alors, ça dépend des familles de produits et ça dépend des typologies de clients. Il y a certains clients pour lesquels la seconde main, c'est pas forcément un choix, c'est juste un peu le pouvoir d'achat qui leur impose de consommer de cette façon-là, et ça représente quand même une partie de nos clients. C'est d'ailleurs au démarrage l'ADN de l'entreprise qui était de se dire que la seconde main, c'était pas que pour les pauvres et qu'on pouvait redonner ses noblesses à ce mode de consommation. Néanmoins, on voit désormais des clientèles qui sont très engagées. Et sur les dernières études que nous avons faites auprès de nos clients, on s'aperçoit que 40% de nos clients, s'ils n'avaient pas trouvé des produits de seconde main, ils n'auraient pas acheté de produits. Donc on voit quand même que ce mouvement-là s'amplifie, et ce n'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Donc je pense que les modes de consommation sont en train d'évoluer de façon lente, mais de façon certaine, vers des typologies de clients, souvent plus jeunes, qui décident de consommer de seconde main et qui ne consomment plus de première main. D'accord, donc on passe d'un achat d'occasion à... Subi à un achat d'occasion plutôt voulu. Voilà, qui correspond à un style de vie, Exactement. à des aspirations, à une identité presque en tant que consommateur. On veut s'affirmer comme quelqu'un qui privilégie, même s'il a la capacité budgétaire d'acheter neuf, qui privilégie l'équivalent d'occasion. Exactement. Et on retrouve vraiment, nous, les 2 typologies de clientèle chez nous, avec, pour nous, un sujet qui est important, qui est le sujet du vivre ensemble. C'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus dans le retail, les marques décident de cibler des typologies de clientèle. Donc, on va cibler des clientèles à pouvoir d'achat, des jeunes, des moins jeunes. Nous, on a fait le choix, et c'est un choix vraiment assumé qui est d'ailleurs assez militant, de se dire que des magasins de seconde main, ce sont des magasins de vivre ensemble où on peut avoir à la fois un client à très faible pouvoir d'achat qui vient chez nous parce qu'il n'a pas le choix, parce que sinon il ne pourrait pas s'offrir le produit, et à la fois des clients très engagés qui vont venir, ou des clients très bourgeois qui vont venir pour pouvoir avoir une place vintage qu'ils n'auraient pas auparavant. Et moi, mon souhait, en tout cas en tant que chef d'entreprise, c'est que ces populations-là puissent coexister dans le même magasin et vivre ensemble. Et c'est un choix assez militant parce que c'est pas forcément toujours évident, et qu'on peut avoir envie de temps en temps de chasser une partie de la clientèle au fond du magasin. C'est pas notre cas, et c'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est vraiment que les magasins puissent être des endroits, des lieux de vie et des lieux de partage et d'échange, des ponts entre les objets et entre les humains. C'est très frappant. Dans une époque où on va vers une hyper-segmentation, voire une individualisation, vous prenez le parti de dire tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit le niveau de sa contrainte budgétaire, et on tient à protéger ce vivre ensemble, cette inclusion qu'on veut faire vivre dans nos boutiques. Oui, tout à fait. C'est vraiment, et on l'a d'ailleurs écrit nous sommes entreprise à mission, on l'a vraiment écrit de façon statutaire, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors c'est important pour nous, mais également pour nos franchisés, pour nos commerçants, d'avoir ce lieu de vivre ensemble. Dans vos magasins, il y a des clients qui viennent pour acheter, et puis il y a des clients qui viennent pour vendre. Est-ce que cela transforme, est-ce que cela affecte votre relation aux clients, le fait qu'il y ait ce double scénario? Oui, c'est une relation un peu particulière parce que à la fois on vend à des clients et ils sont en même temps nos fournisseurs. Nous, on n'a pas de fonction d'achat centralisée. Nos achats, ils sont décentralisés dans les magasins. Donc, on a des clients qui ne font que vendre des produits. Il y a des clients qui ne font que en acheter. Puis, on a des clients qui sont mixtes, un pourcentage trop faible actuellement. On est à peu près à 15% de clients mixtes. Et donc, on a vraiment 2 parcours clients et une volonté de développer la circularité. Parce que dans le métier de la seconde main, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que la difficulté, c'est pas tellement de vendre les produits, c'est de les acheter. Parce que si vous ne les avez pas en magasin, vous n'avez aucune chance de les vendre. Donc, on a vraiment à cœur de faire en sorte que l'expérience elle soit bien à tous les endroits. Donc, ne pas attendre quand vous venez vendre un produit, avoir un juste prix et une juste rémunération. Typiquement, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un prix minimum en dessous duquel il est interdit d'acheter des produits. Donc, on a des cotes de produits, et sur certaines typologies de produits, il est interdit d'acheter en dessous d'un certain prix, même si le client est prêt à vous le vendre en dessous de ce prix-là, parce que dans ces cas-là, vous êtes en train de l'arnaquer. Et le client, il va se balader dans votre magasin et il va le voir. Donc l'idée, c'est vraiment un métier de la générosité. C'est-à-dire que pour que la seconde main fonctionne, il faut que vous soyez capable de pouvoir fournir un prix
intéressant à la personne qui vient vous vendre un produit, puis le payer tout de suite, parce que c'est quand même un peu la promesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le nom de cash dans notre nom. Il faut que vous soyez capable d'offrir un prix attractif au client qui va venir acheter un produit, quelque chose qui soit malin. Et au milieu, il va falloir être capable de pouvoir gagner de l'argent et faire en sorte que notre franchisé soit rentable, puisse payer son loyer, ses collaborateurs et puis rémunérer son risque. Donc ça veut dire que c'est un métier à la fois sur lequel l'humain est extrêmement important. C'est vraiment essentiel. Il y a vraiment beaucoup plus d'humains que dans le retail classique, avec la réassurance nécessaire sur l'achat comme sur la vente, et sur lequel il y a également besoin d'avoir beaucoup de data, parce qu'il faut quand même avoir un peu de sérénité sur les prix d'achat et les prix de revente selon la typologie de produits. On voit donc que dans l'achat comme dans la revente des produits d'occasion, il y a une démarche de création de pouvoir d'achat. Exactement. Et est-ce que cette démarche de création de pouvoir d'achat, elle est explicitée dans votre communication, ou est-ce qu'elle irrigue vos pratiques, mais sans être... Elle n'est pas forcément explicitée. En tout cas, on est plutôt en train d'expliciter les sujets de circularité, parce que nous, nos gros enjeux, c'est d'essayer de trouver des produits et donc de développer le sourcing de produits. Elle est de façon naturelle sur la plupart de nos clients qui viennent pour pouvoir... récupérer un peu de pouvoir d'achat quand ils viennent nous vendre des produits, ou tout simplement pouvoir s'acheter un autre produit un peu mieux, ou parce qu'ils n'en ont plus besoin, tout simplement. Donc on ne le développe pas énormément en termes de communication. On veut éviter des communications qui soient trop sur de la paupérisation. On redonne du pouvoir d'achat aux clients, mais l'idée, ce n'est pas du tout de stigmatiser. D'accord. Et puis il y a toute cette catégorie de clients qui viennent parce qu'ils ont, à Noël par exemple, reçu un cadeau qui ne leur plaît pas, et qui vont vouloir de manière opportuniste le revendre, qui ne connaissent peut-être pas encore l'enseigne si bien que ça à ce moment-là, et qui vont la découvrir. Est-ce que c'est une des modalités de découverte de EasyCash pour Alors, ça fait partie des mythes que le Père Noël se trompe beaucoup. En réalité, dans la vraie vie, il se trompe un peu moins que ça. Néanmoins, Noël est pour nous un gros mois. Souvent, ce qui se passe après Noël, alors il y a effectivement un tout petit pourcentage de clients qui n'est pas satisfait de son cadeau, qui vient le revendre. Néanmoins, nous, on fait pas de textile, et c'est souvent le textile qui est sujet à des reventes parce que la taille, la couleur ne va pas, donc on n'est pas tellement exposé à ça. Et ce qui arrive assez souvent en revanche, c'est que les gens viennent nous revendre le produit d'avant. Vous avez eu une PS5, vous aviez une PS4, vous allez revendre votre PS4. Vous avez un bel ordinateur, vous allez revendre celui d'avant. Donc la période d'après Noël est une période qui est très forte chez nous pour les achats de produits, mais pas forcément sur les cadeaux que les gens ont reçus, plutôt sur ce qu'ils avaient avant et dont ils n'ont plus usage actuellement. Est-ce que le tabou du cadeau d'occasion est en train d'être un peu contesté, ou est-ce qu'on continue d'offrir du neuf quand on offre un Non, on voit ça. Je pense qu'il y a 10 ans, quand les gens venaient acheter de l'occasion dans nos magasins, ils nous demandaient que ça ne se voit pas. Donc, il fallait faire des cadeaux, vous voyez, où on ne voyait pas EasyCash. Désormais, au contraire, les gens revendiquent du cadeau de seconde main, et beaucoup de personnes font du cadeau de seconde main. Donc, ce tabou, il est en train de tomber, et je crois qu'une partie des Français ont reçu ou offrent du cadeau de seconde main sans aucun complexe. Donc ça, c'est un changement culturel significatif qui fait vraiment bouger les lignes et qui nous rapproche un peu plus de cette circularité que vous appelez de vos voeux, et qui rencontre parfois des obstacles culturels. Si cet obstacle-là est levé, c'est effectivement... On voit en tout cas, que petit à petit, il est en train de baisser. Après, ça dépend forcément souvent des âges des clients. Les populations les plus jeunes ont moins de tabous. Probablement que mes parents et leurs parents auraient un peu plus de scrupules à offrir un produit de seconde main. Vous avez évoqué ces générations successives, PS4, PS5, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a un renouvellement de plus en plus rapide, de plus en plus accéléré des produits, ou ce n'est pas forcément ce que vous observez, et ce n'est pas forcément non plus ce sur quoi votre modèle se repose, parce qu'évidemment, on peut imaginer que chacun veut accéder à la version la plus à jour. Il y a forcément des renouvellements, puisqu'il y a des nouveaux produits qui sortent en permanence, et on est lié à l'activité du neuf. Plus il y a des nouveaux produits, plus les gens ont envie de les avoir. Donc il y a un renouvellement qui est souvent un peu plus important sur du produit de seconde main que sur du produit neuf. Typiquement, en téléphonie en neuf, vous gardez un téléphone tous les 3 ans.
un téléphone d'occasion souvent est gardé 2 ans, parce que les gens se disent j'ai acheté un produit d'occasion, donc j'ai moins de scrupules à le changer, puisque c'est quelque part c'est moins pire pour la planète. Après, on vend de tout. Moi, je vends encore de la Wii. Ça fait partie de nos top produits en gaming. Donc tout s'achète, tout se vend. On vend encore des iPhone 4 ou des iPhone 8, mais qui servent juste à passer des coups de téléphone. On ne peut plus installer d'applications dessus. Donc je pense qu'il y a un vrai changement culturel à faire, mais qui est loin d'être fait sur le culte du neuf. Je le vois même dans nos magasins, quand on a des produits qui sont sous blister, les vendeurs sont très contents de mettre neuf ou comme neuf dessus, parce que comme si c'était un Graal. Et je pense qu'il y a quand même des histoires collectives sur une valorisation du neuf et sur une valorisation de la nouveauté, sur une sorte d'urgence à consommer qu'il va falloir qu'on arrive à déconstruire si on veut aller vers un peu plus de sobriété. Donc on voit que les lignes bougent sur le plan du rapport au neuf, sur le plan des cadeaux et des entraves culturelles qu'on a rencontrées. Est-ce que vous diriez que le rapport à la possession est lui aussi un petit peu en train de bouger? Est-ce que acheter un bien d'occasion, c'est faire l'expérience de le posséder de la même manière qu'on possède un bien qu'on a acheté neuf et qui n'a jamais appartenu à quiconque? Oui, on est encore sur la possession, sur la valeur de l'usage. Nous, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais qu'on n'est pas du tout arrivé à mettre à l'échelle, ou en tout cas à avoir de la rentabilité et à pouvoir fonctionner. En revanche, il y a certains marchés, comme typiquement le marché de la voiture, que je connais bien, sur lequel la valeur de l'usage est en train de se développer. Il y a de plus en plus de Parisiens qui n'ont plus de voiture et qui louent une voiture quand ils en ont besoin, ou qui font de l'autopartage, ou qui font du blablacar. Donc les choses changent sur certaines typologies de produits, moins sur d'autres. Il y a certains pays qui sont plus avancés que nous sur de la location longue durée en mode de consommation, notamment sur de la téléphonie, mais en France, on n'arrive pas encore à l'adresser. Et les business models sont quand même souvent assez fragiles. Nous, on regarde avec beaucoup d'attention, puisqu'on fait du luxe, ce qui se passe sur les sacs à main de luxe, sur lesquels les clientes peuvent vouloir louer un sac à main pour quelques jours. On s'aperçoit que c'est quand même assez difficile d'avoir des business models qui soient rentables, en tout cas à l'échelle. Il y a certaines petites sociétés qui se débrouillent très bien, mais moi, je n'ai pas encore jamais vu de grandes chaînes qui arrivent à se développer. Donc on pense que c'est un enjeu, on le regarde. On regarde avec également beaucoup d'attention ce que font les acteurs du sport qui proposent de la location d'équipements. Maintenant, on voit que le réflexe de la possession est quand même un réflexe bien ancré chez les Français globalement, ou en tout cas chez les Européens. Sur le plan du ressenti, est-ce que les choses sont en train de bouger? On voit par exemple que chez Vinted, on a des clients qui achètent en sachant qu'ils vont revendre. Donc ils vont posséder de manière transitoire un article, en sachant que quelque part, on ne s'inscrit pas dans la durée. Et ce n'est pas vraiment une possession, c'est juste un accès pour une durée déterminée en vue d'une revente. Et la valeur de revente des articles est de plus en plus prise en compte au moment même de l'achat. Est-ce que ce genre de calcul qui met la possession un peu au second plan, vous commencez à l'observer, ou vous n'avez pas encore ces clients experts qui font des Alors ça peut arriver sur certaines typologies de produits qui sont des produits sur lesquels la valeur résiduelle ne baisse pas. On vend, nous, 2 catégories de produits. On a des produits que je pourrais appeler des produits frais. Si on était dans l'alimentaire, ça serait nos salades. Typiquement, un téléphone a une valeur résiduelle qui baisse en fonction du nombre de jours que vous le détenez. Ça perd en général 25 centimes par jour de détention, jusqu'à atteindre un palier sur lequel, après, le produit décote beaucoup moins. En revanche, vous avez certains produits qui sont des produits quand même plus de placement, qui peut être un achat plaisir, mais c'est un achat plaisir que vous allez vous offrir parce que vous savez que la valeur résiduelle va être élevée. Je pense que si vous êtes amateur de montres de luxe, vous savez que votre montre, votre Rolex ou votre montre de qualité, elle va garder une certaine valeur. C'est la même chose également sur des sacs à main de luxe. C'est la même chose sur des bijoux en or ou sur de la bijouterie empierrée. Ou si vous êtes fan de rétro gaming, sur certains produits de rétro gaming sur lesquels vous allez vous faire plaisir, mais vous savez qu'en cas de coup dur, vous allez pouvoir le revendre. Donc on a probablement dans nos pourcentages de clients quelques clients qui font des coups et qui essayent d'acheter, de revendre. On les voit de temps en temps dans les statistiques. Certains d'ailleurs achètent des produits dans certains magasins et vont les revendre dans d'autres magasins à l'autre bout de la France parce qu'ils arrivent à se faire une marge parce que ils achètent. Le produit peut être baissé à un endroit donné, mais c'est quand même pas la majorité de nos clients. Nos clients, ils achètent parce qu'ils ont besoin. On achète un téléphone parce qu'on a besoin d'un téléphone. C'est juste sur les produits plaisir que vous allez avoir cette typologie de comportement et sur lequel vous allez avoir du coup un effet rebond de la seconde main qui va être plus important puisque vous allez acheter plutôt par impulsion et non pas par besoin.
D'accord. On a parlé de produits électroniques, de produits de type accessoires, et notamment dans le luxe. Est-ce qu'il y a des catégories de produits que vous pourriez revendre dans de bonnes conditions et que vous avez choisi de ne pas revendre pour une raison ou pour une autre, que ce soit éthique, risque pour vous, quelle que soit la raison? Alors, nous, on a décidé, c'était un choix qu'on a fait en 2013, d'arrêter un certain nombre de familles de produits. Non pas parce que ça ne se vendait pas, mais parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas être spécialiste de tout. Comme on ne peut pas être spécialiste de tout, on a vraiment décidé d'être sur des familles de produits sur lesquelles il y avait besoin de tiers de confiance, parce qu'il existe des tas de plateformes pour échanger des tas d'objets ou vendre des tas d'objets. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'arrêter typiquement les vélos, la musique, le bricolage, voilà, le gros électroménager typiquement. Et on s'est concentré sur les produits high-tech, le luxe et les produits culturels. Après, on peut de temps en temps tester certaines nouvelles familles de produits. On est un réseau de franchise, hein, donc on a des commerçants, et les commerçants prennent des initiatives et c'est chouette. Donc de temps en temps, on voit des nouvelles familles de produits arriver. Après, nous, ce qui est important, c'est d'être capable d'offrir une garantie 2 ans, d'être capable de pouvoir tracer l'origine des produits de façon à être sûr qu'on a de la lutte contre la fraude et que les produits ils soient bien tracés. D'ailleurs, on a des livres de police aux achats pour que ça puisse fonctionner, et d'être également dans des univers qui soient lisibles pour le client, de façon à ce que ça ne ressemble pas à une brocante, mais à un magasin. Donc, c'est une place de marché, mais il y a une notion d'expertise incarnée dans des engagements, 2 ans Exactement. De garantie, dans une expertise aussi portée par les vendeurs qui savent qu'il n'y a pas de contrefaçon, qu'il n'y a pas de provenance suspecte et qu'on offre en fait un... Exactement, ça fait vraiment partie, nous, des fondamentaux. Alors tous les produits sont testés. Quand il s'agit de produits comme de la maroquinerie, on fait authentifier tous les produits par des tiers extérieurs avec des certificats d'authenticité. Il faut qu'on soit capable également de pouvoir offrir une garantie 2 ans sur tous les produits, ce qui nous amène forcément, notamment sur du petit électroménager, à ne pas prendre de marques distributeurs typiquement qui ne sont pas capables, qui ont des durées de vie un peu plus courtes et sur lesquelles les réparabilités pourraient être un peu compliquées. D'accord. Alors on a parlé de ce modèle, on n'a pas encore éclairé le fait que vous ayez fait le choix d'avoir une implantation très importante dans le monde physique. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir, contrairement à des pure players qui n'ont que des boutiques en ligne, c'est ça, d'avoir des boutiques en physique? Quelle est la plus-value à vos yeux de ce parti pris qui est significatif sur le plan du compte de résultat? C'est Alors, cher. Oui, nous on aime les boutiques physiques et on pense que c'est une vraie valeur ajoutée, notamment compte tenu des familles de produits qu'on fait. Le client aime bien toucher le produit, aller le voir. Voilà, vous achetez pas un sac à main de la même façon que vous achetez un t-shirt. Ça nous permet également d'avoir des vendeurs qui sont des vendeurs experts, qui vont rassurer le client, lui expliquer des choses. On fait plus que vendre des objets. On va donner des conseils, on va transférer vos données de votre téléphone à l'autre téléphone. Et on pense que le commerce, c'est ça, quoi. Enfin, c'est ça qui fait le lien physique. C'est ça qui va faire en sorte que demain, EasyCash ou d'autres acteurs continueront à exister. Parce que sinon, les produits iront directement de l'entrepôt au client en passant par de l'IA. Et c'est pas ça ce qu'on veut pour le commerce. Moi, je veux un commerce incarné avec des magasins qui soient des lieux d'échange. On a des clients qui passent tous les jours dans les magasins, qui apportent des chocolats à Noël, qui viennent faire la bise aux équipes. Enfin, le commerce, dans certains endroits, c'est le café qui a fermé. Hein. Donc, on a un lien social également. Donc, on croit vraiment aux magasins. Et quand on ouvre des magasins, ça nous permet d'avoir une granularité beaucoup plus importante et donc de permettre de racheter des produits qu'on n'aurait pas rachetés sinon, et de permettre de vendre des produits et donc d'avoir un impact positif et puis de créer des emplois en France, ce qui est chouette aussi. Oui, on croit à fond aux magasins et on continue à en ouvrir. Notre idée, c'est vraiment de mailler la totalité de la France le plus rapidement possible. Vous avez opéré pour 2 entreprises à mission, Colisée et EasyCash. Qu'est-ce que ça change dans les pratiques ou dans la culture d'entreprise? Quand j'ai travaillé chez Colisée venait de passer entreprise à mission et j'ai vu vraiment le pouvoir transformatif de la mission. C'est-à-dire que le fait que la mission soit écrite
inscrites dans les statuts, répétées, redites aux équipes, ça permet vraiment de pouvoir mettre une boussole et un cap. Et donc moi, mon objectif quand je suis arrivée aux manettes chez EasyCash, c'était de se dire, cette entreprise, elle a vraiment une mission. Enfin, on était un peu les Monsieur Jourdain de la mission, parce que tout le monde le savait, mais personne ne le disait. Je me suis dit, faut qu'on l'écrive. Donc on a écrit la mission, mais avec tous nos parties prenantes et notamment avec nos franchisés. Ça a été un gros travail collectif. Et ensuite, on les a inscrits dans les statuts pour les sanctuariser et faire en sorte que ça reste au-delà des personnes qui peuvent porter un projet. Là, en ce moment, c'est moi qui le porte, mais je ne suis pas éternelle. Hein. Dans 30 ans, je serai probablement plus chez EasyCash, et que ça puisse continuer à perdurer. Et puis, ça permet quand même aussi d'équilibrer les choses, c'est-à-dire de se dire qu'une entreprise, c'est là pour gagner de l'argent, et c'est OK, c'est très bien de gagner de l'argent, mais quand on est dans la seconde main, notre objectif ou notre impact, il est plus important que ça. Et la valeur d'une entreprise, c'est pas que son EBITDA, c'est également l'impact qu'elle a. Et donc, j'avais vraiment le souhait de pouvoir le marquer dans nos statuts à égalité avec les multiples d'EBITDA ou les résultats financiers. Être entreprise à mission, c'est avoir un comité de mission avec des parties prenantes extérieures, comme un conseil d'administration, hein, qui vérifie si ce que vous faites, c'est bien OK avec ce que vous avez écrit dans la mission. Donc ça permet également de pouvoir s'enrichir, challenger ses choix, éclairer les choses. Et pour les collaborateurs, c'est un formidable driver. Hein. Les collaborateurs sont extrêmement fiers. Donc, d'ailleurs, quand vous ne suivez pas votre mission, ils vous le rappellent. Donc, c'est bien aussi. Ça permet d'embarquer l'intégralité de l'écosystème de l'entreprise pour être sûr qu'on avance bien et qu'on est bien aligné. Projetons-nous un instant à 10 ans environ. Pouvez-vous imaginer que la seconde main, la location longue durée soit devenue la norme, ou est-ce que, selon vous, on restera sur des 1%, 2%, 3% maximum du marché, et le gros du marché restera sur du neuf? Comment vous projetez les choses à 10 ans? Alors, je pense que ça va dépendre des familles de produits. Typiquement, dans les vêtements, on s'aperçoit que la seconde main représente déjà une part significative de la consommation. Sur la téléphonie, c'est également le cas. Je pense qu'en France, on doit être à 27% des téléphones qui sont achetés en France sont des téléphones de seconde main. Donc, il y a certaines familles de produits sur lesquelles ça deviendra, en tout cas, si ce n'est pas la norme, à peu près à égalité avec le neuf. Ça ne sera pas forcément le cas sur tous les produits, mais ça va augmenter. Et de toute façon, dans un monde aux ressources finies, à un moment donné, on ne va pas pouvoir produire de manière infinie tous les produits. On le voit actuellement, l'IA utilise beaucoup de composants électroniques, donc certaines catégories de produits ne vont plus être fabriquées par les fabricants parce que ça coûte trop cher. Le prix de la RAM est passé, je crois, de $8 à $45 là récemment. Donc les ordinateurs auront de moins en moins de RAM. Donc il y aura des sujets autour de la capacité à pouvoir redonner une seconde vie à des objets qui ont déjà été utilisés. Ce qui pose pas mal de sujets ou de questions autour de la réparation, qui pour moi est un gros enjeu à venir si je me place à horizon 10 ans. C'était des métiers qu'on avait en France du temps de mes grands-parents. Hein. Il y avait des réparateurs, on savait réparer. Désormais, c'est des filières métiers qui ont complètement disparu. C'est très compliqué de trouver des réparateurs. Et nous, notre conviction, c'est qu'il y a un vrai sujet de souveraineté nationale à remonter des filières métiers autour de la réparation. Alors, il y a beaucoup d'initiatives sur le sujet. Il y a des écoles qui sont en train de se mettre dessus. Mais on a décidé d'investir beaucoup sur ce sujet-là, de façon à avoir des réparateurs dans les magasins EasyCash pour pouvoir réparer les produits, parce qu'on pense que ça sera des sujets de souveraineté nationale dans quelques temps. Et que sans réparation, il n'y a pas de seconde vie. Dans un tel contexte, qu'est-ce qui fera la différence entre les enseignes de seconde main et les plateformes entre particuliers? Pour vous, quels seront les grands différenciateurs de demain? Alors, l'enseigne de seconde main, elle va vraiment être là comme tiers de confiance. Elle ne peut exister que si elle offre une meilleure expérience en magasin, de la réassurance, la capacité à pouvoir traiter du problème tout de suite et de la fluidité. Il y a des tas de clients qui adorent vendre les choses sur les plateformes, et il y en a pour tous les goûts. Donc je pense que l'un n'est pas du tout... les deux peuvent coexister. Et d'ailleurs, les enseignes entre particuliers ont été un formidable accélérateur pour le marché de la seconde main, parce que tout le monde s'est mis à un moment donné à acheter un produit de seconde main, alors parfois avec des bonnes expériences, parfois avec des expériences moins bien, mais globalement tout le monde y a trouvé son compte. Et donc plus vous achetez de seconde main, plus vous avez envie d'acheter de seconde main. Donc moi je suis très contente quand je vois des enseignes qui se lancent dans la seconde main. Et d'ailleurs on s'est fixé nous comme mission
d'aider les acteurs du neuf à faire transition vers la seconde main, puisqu'on sait que c'est des sujets qui vont arriver. Donc c'est un marché qui continue d'être un marché à ouvrir, et donc quand de nouveaux acteurs Tout à fait. arrivent, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème, et on est sur un marché qui fait x2 tous les 5 ans, donc on est sur un marché sur lequel il reste des parts de marché à prendre. Anne-Catherine, on va passer au cashback. Le principe du cashback, c'est très simple, une réponse rapide, sans détour, à une question assez directe. Si vous êtes prête? Je suis prête, on y va, Nathan. Alors, acheter d'occasion, est-ce que c'est un geste écologique ou est-ce que c'est plutôt du bon sens économique? C'est les deux. Votre vrai concurrent, est-ce que ce sont les plateformes ou les grandes enseignes de distribution? C'est le neuf. La grande idée reçue sur la seconde main, ce serait quoi selon vous? Succès pour les pauvres. Entreprise à mission, est-ce que c'est un levier réel ou un cadre contraignant? Levier réel. Acheter neuf aujourd'hui, est-ce que c'est une habitude ou un réflexe qui est peut-être déjà un peu dépassé? Un réflexe dépassé. Consommer moins, c'est la responsabilité des marques ou celle des clients? Les deux. Qui connaît mieux la valeur des objets selon vous? Vous ou le particulier qui revend? Nous, parce qu'on a des cotes, donc on sait les transactions qui ont eu lieu. Le magasin physique, toujours central ou bientôt secondaire? Central. Un objet a-t-il plus de valeur quand il est neuf ou quand il a déjà vécu? Ça dépend desquels, mais les objets de collection ont plus de valeur après. Le marketing aujourd'hui, il doit plutôt vendre ou éduquer? Éduquer. Vous-même, Anne-Catherine, est-ce que vous achetez plutôt plus souvent neuf ou d'occasion? D'occasion, mais je suis souvent dans mes magasins, donc forcément. Vous trichez un peu. L'objet le plus improbable que vous ayez vu passer chez Easy Cash? Il y a 25 ans, on a vendu des chiens en plâtre qui changent de couleur en fonction de la météo. Donc, Oui, vous avez l'image. Tout à fait. L'objet le plus cher que vous ayez vendu chez Easy Cash? Probablement un très beau solitaire à plusieurs milliers d'euros. Un diamant? Oui. L'objet le plus compliqué à vendre ou la typologie d'objet la plus compliquée à revendre? Alors, rien n'est compliqué à vendre parce que ça dépend du prix. Donc, il suffit de baisser le prix et normalement, le produit s'en va. Eh bien, merci Anne-Catherine pour cet échange. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés, que vous soyez adepte de la revente, de la seconde main ou du neuf. Si cet épisode vous a plu ou vous a simplement fait réfléchir sur le commerce ou peut-être sur votre manière de consommer, n'hésitez pas à liker, à partager ou à suivre la page d'Altavia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retail for Humans.